47% des gens, spécifiquement par rapport à l'IA, ont peur de l'IA et ont peur d'une perspective de perdre leur job avec l'IA. Et c'est vrai que si on ne s'occupe pas des gens, c'est normal que cette croyance émerge. Bien sûr. On ne comprend rien à ce truc-là. Et ce n'est pas parce qu'on utilise à la maison ChatGPT pour faire la dictée de ses enfants qu'on a compris ce qui se passe pour nous dans notre futur du travail. Bonjour et bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Hélène Zetoun. Bonjour Hélène. Bonjour, je suis ravie Sarah d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je vais lire ta bio pour mettre dans la confidence les auditeurs. Donc tu es pont dynamique entre stratégie business, intelligence numérique et scientifique et humain raison d'être. Tu as une expérience de 20 ans en création de valeur et transformation d'organisation à succès au Comex Monde comme directrice générale et directrice de business unit et d'innovation scientifique mondiale chez GFK et Ipsos depuis Paris et New York. Et tu mets aujourd'hui ta vision stratégique et humaine de l'entreprise durable à l'ère du numérique au service des dirigeants de grands groupes, mais aussi de PME et d'institutions, d'une part comme administratif certifié de l'INSEAD et d'autre part par l'accompagnement de ton cabinet Advisory, merci, senior de proximité, Data et Humanum, qui est le nom de ton cabinet. Tu es auteur médaillé par l'Académie des sciences commerciales pour ton essai Data et Humanum que je vais présenter tout de suite et on en reparlera. En innovation et meilleures pratiques, et tu es très active aussi dans le monde associatif et académique. Et tu es également conférencière et avocate des sujets Women in Tech et Tech for Good. Tu vas nous parler de tout ça. Mobilisée par les ressorts psychologiques et anthropologiques qui façonnent la gouvernance et le leadership pour une IA en conscience, juste et inclusive. Merci beaucoup. Il va falloir que tu nous détailles tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça me parle, et à c'est comprendre. Moi. Comment on se connaît ? En fait, Katie De Falco, présidente de Lefebvre Dalloz, est venue dans ce podcast et elle a trouvé intéressant d'entendre ta vision de l'expérience collaborateur. Donc, Katie, si tu nous écoutes, merci. Ouais, un grand merci à Katie, d'autant qu'on ne se connaissait pas, mais on était concurrentes respectivement. J'ai trouvé ça très smart et touchant qu'elle pense à moi. Donc, merci à elle et merci à toi. Avec plaisir. On a un rituel dans le podcast Résonance. C'est la question mystère. Donc, s'il y a une couleur qui t'attire... Je voyais cette boîte qui m'attirait depuis le début. Mais choisir, c'est renoncer. Donc, j'y vais. Allez, hop. Celle-ci. Alors, je vais te la lire. Non, aucun souci. Alors, qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien ? Ce qui me donne de l'énergie au quotidien, c'est quand j'ouvre les yeux le matin et que de mon lit, je vois l'horizon. Parce que j'ai la chance d'habiter dans un appartement qui a une grande vue sur une grande partie de Paris, un petit peu comme ici au bureau de la colline. Et je vois la tour Eiffel de mon lit. Et en fait, quel que soit le temps, que ce soit du brouillard ou que ce soit un plein soleil, et en fait, ça me ravit. Donc déjà, ça me donne beaucoup d'énergie et d'avoir conscience de ça quand j'ouvre les yeux. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie En fait, la connexion avec ma famille immédiatement le matin, parce que ça aussi, c'est dans la répétition de tous les jours, et ça me porte. Et puis ensuite, professionnellement, c'est les journées où j'ai dans mes quotidiens beaucoup d'intelligence collective, où j'apprends des choses, où j'ai l'impression d'impacter et en même temps d'apprendre. En fait, c'est les journées qui sont les plus énergisantes pour moi. Au contact des autres. Oui. Absolument. Et de l'horizon. Là où on respire. Merci pour ce partage. Donc, on est dans le podcast de l'expérience collaborateur. Toi, ta définition de l'expérience collaborateur. Alors, j'adore cette question parce qu'elle n'est pas évidente, en fait. On pourrait dire c'est l'engagement. Et puis, je la trouve plus que pertinente parce qu'on est dans une période de désengagement terrible en fait dans les organisations. Je ne sais pas si tu as vu la dernière étude de Gallup 2024 au niveau mondial qui disait que le taux de désengagement, je ne sais pas si tu sais à combien il est, mais à 77% mondialement de désengagement. Et l'engagement, dans l'autre sens, est de fait plus faible. Et la France et l'Europe font partie des pays qui sont les moins dans l'engagement. L'engagement, c'est 13% en Europe. Et c'est 9% en France.
Et donc, c'est pas beaucoup. Alors ensuite, donc ça me parle beaucoup parce que l'expérience collaborateur, c'est justement une manière d'avancer, de se sentir dans la vie, dans l'entreprise, hein, qu'il n'y ait pas un hiatus aussi énorme entre chez soi quand on se lève et quand on parle à sa famille et quand on est dans son environnement de travail, qu'on n'ait pas l'impression de s'habiller différemment et d'être complètement différent et d'être robotisé finalement intérieurement sans l'admettre. Donc ça me parle beaucoup. Alors maintenant, pour une définition, elle est forcément biaisée par rapport à qui je suis. Et donc, c'est ma définition. C'est tout l'intérêt, absolument. Parce que finalement, je suis une femme d'études aussi. Hein, j'ai quand même travaillé 30 ans dans le domaine des études de marché, des sondages, des études marketing. Et donc, j'ai mesuré l'expérience. Hein, j'ai orchestré des nouvelles mesures d'expérience pour la marque, pour les clients, pour les collaborateurs aussi. Mais en même temps, je suis une collaboratrice moi-même, en fait, hein, et une dirigeante. Donc, en fait, c'est un peu un mix de tout, probablement. Cette vision, je vais essayer de définir l'expérience collaborateur. C'est un mix de tout ça. Et je dirais que l'expérience collaborateur, c'est une énergie. C'est une énergie puissante, c'est une énergie marquante pour les gens, qui soit, en fait, qu'on ressent au sein de l'entreprise et qui soit porte parce qu'on sent un but commun, on sent une énergie commune, on sent un but qui va au-delà juste d'un chiffre d'affaires et d'un bottom line, d'une profitabilité, soit qui casse, par rapport à laquelle on se sent pas bien, on se sent meurtri. Donc soit on est dans la vie, soit on n'est pas dans la vie. Je ne vais pas dire dans la mort, c'est un peu fort, mais c'est ce principe-là. Et ça me parle beaucoup parce que quand on parle d'expérience collaborateur, on pense toujours à un collaborateur a toujours un contrat de travail. Et j'ai le sentiment que l'expérience collaborateur, c'est tout ce qui n'est pas lié au contrat de travail. C'est la substance, c'est un truc palpable et impalpable en même temps. Et cette substance en dehors du contrat de travail, finalement, c'est ça, l'expérience collaborateur. Difficile à définir, du coup, mais une forme d'énergie individuelle et collective, et qui est plus dans la connexion, qui est dans la connexion si on est dans une énergie positive, dans une expérience collaborateur positive, où finalement, qui est-ce qui est roi ? C'est pas le chiffre final, c'est l'individu. Et le chiffre devrait suivre. Et quand tu es dans une expérience collaborateur pesante, plus négative, vécue, ressentie de manière plus négative, dans ces cas-là, on se sent en tout cas un moyen, on sent que le roi, c'est le chiffre. Or, derrière les chiffres, c'est quand même les individus. Donc voilà, oui, ça me parle beaucoup. Donc, ma définition, elle est en négatif et en positif. En négatif, dans le sens, c'est tout ce qui n'est pas la substance molle, qui est pas le contrat, pas contractuel. Et en positif, c'est l'énergie de connexion, notamment. Et le succès, c'est effectivement de faire coïncider c'est ça. Cette expérience avec la performance de l'entreprise, parce que la plupart on est dans une entreprise privée. Donc, le succès, c'est d'arriver vraiment à concilier. Et en général, l'expérience humaine fait la réussite. Ah mais complètement. Moi c'est vraiment ma philosophie en fait, mais c'est une vision assez humaniste du business. C'est de croire que ce sont les gens qui font la réussite, et si on s'occupe moins bien des gens, ça se voit pas tout de suite, mais on le paye plus tard. Et il y a que des exemples là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu une étude également de McKinsey récente de l'année dernière, qui pour une fois, en fait, a quantifié ce qu'intuitivement, je me suis toujours dit, et ce que tu viens de dire finalement là, c'est que dans le monde, tu as 55% des boîtes qui ne savent pas trop se définir entre leur axe résultat et leur axe expérience collaborateur. 55, c'est quand même la moitié dans le monde. Tu as seulement, tant que je ne dise pas de bêtises, 9% des boîtes dans le monde qui ont une double focale, expérience collaborateur et résultat, comme vraiment qui axent au même niveau en fait, le résultat de la boîte et l'expérience collaborateur. Il n'y en a que 9. Mais en même temps, il n'y a que 9% d'entreprises, mais ce sont elles donc ils ont réussi à le prouver, qui a une probabilité 4 fois plus importante d'avoir une pérennité de leurs résultats à horizon 9 ans.
par rapport à la moyenne des autres boîtes. C'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure. C'est ça. Pour moi, il y a une stratégie business. Donc, en face, il y a forcément une stratégie collaborateur. J'ai toujours ressenti ça, comme tu le dis. Mais pour la première fois, je l'ai quantifié. Ouais. Et donc, ça m'a fait plaisir. Je pense qu'il faut que je poste quelque chose là-dessus parce que je trouve que c'est une très belle étude. Oui, et puis c'est très bien parce que parfois, les gens nous trouvent un peu idéalistes. Non, mais justement, maintenant, quand il y a des chiffres et que c'est prouvé, alors là, on a éventuellement un voix au chapitre. Absolument. D'ailleurs, les boîtes qui sont que dans l'expérience collaborateur et qui valorisent pas le résultat où on dira on verra bien, ça marche pas pour autant en fait. Et moi, c'est pas mon truc. C'est vraiment les deux, comme Exactement. tu dis. Donc toi, tu as occupé des postes, je l'ai dit dans ta bio, des postes à responsabilité dans des grands groupes comme GFK et Ipsos, on l'a dit. Avec le recul, finalement, pour toi, c'est quoi les moments dans ton parcours qui ont eu le plus d'impact sur ton expérience collaborateur à toi, finalement, parce que comme tu l'as dit, tu as été même dirigeante, tu es finalement quand même un collaborateur, et qui te porte encore aujourd'hui? J'en ai plein. J'en ai vraiment beaucoup. Je vais commencer par... en fait, des expériences très individuelles de sponsors avant d'avoir des postes de direction. J'ai eu la chance, en fait, d'être marquée par des expériences très fortes avec mes 2 sponsors et boss de différentes boîtes. Le premier, c'était à la Sofres dans le groupe Kantar. J'avais 26 ans, je crois, et j'avais bien avancé dans mon job et je tournais un petit peu en rond et je pense que j'avais dû dire à ma boss de l'époque que je m'ennuyais un peu et que je pensais peut-être à partir parce que je suis plutôt intègre, donc j'avais dû le dire un peu. Et un jour, j'ai un coup de fil de l'assistante du PDG de la boîte, qui était Pierre Veil, qui était un monsieur redoutable un peu. Et moi, je suis appelée par sa secrétaire pour avoir un rendez-vous avec lui. Et je pense que lui, il a fait un processus de talent management. Il a pris des gens comme ça. Puis moi, je me demandais ce qui m'arrivait. Mais en même temps, je me disais, bon, je veux voir, on veut bien voir. Et on a listé avec lui. Il m'a demandé ce que j'aimais dans la boîte et ce qui me semblait être porteur pour le futur. À 26 ans. Et je lui cite 3 sujets. Et il me dit, dans 15 jours, on se revoit et vous travaillez sur les 3 sujets et vous me dites ce que vous en pensez de, en gros, ce qu'il faudrait faire. Je ne vous demande pas un plan d'action, mais ce qu'il faudrait faire et vous me faites un topo pour chacun des 3 sujets. Et suite à ça, un des 3 sujets a été le job qui m'a confié de co-leadership d'un département à partir d'une méthode que je trouvais exceptionnelle, la sémiométrie, qui était présente dans plein de départements et il voulait vraiment en faire un focus commercial et de push. Et donc, c'est une expérience de dingue, en fait. Un truc qui t'arrive comme ça, ça m'a marqué. Et j'ai eu un truc un peu similaire chez GFK au bout de quelques années, quand je suis rentrée dans cette très belle boîte, de mon sponsor, en fait, qui était mon boss et mon sponsor, Gérard Hermet. Que j'honore en même temps, si jamais il regarde ce webcast, qui m'a dit un jour, et là pareil, je tournais un peu en rond, j'avais fait le tour, j'avais adoré cette boîte, et à un moment donné, il fallait que je fasse autre chose, et donc je lui ai dit, et il me regarde, et il me dit, en fait, j'ai quelque chose pour vous, parce que j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est que moi je suis appelée au board en Allemagne, c'est un groupe allemand, je suis appelée au board en Allemagne, et donc je vous donne les clés de la boutique. Et moi j'étais là, ah bon, mais je m'attendais quand même pas à ça du tout. Et je sais pas si je saurais faire en bonne femme avec les billets féminins de vouloir bien faire avant de dire oui, etc. Et il m'a dit, je vous aiderai. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a lancé. Il m'a lancé aussi sur... c'est grâce à lui que je suis rentrée dans des conseils d'administration parce qu'il m'a mise sur, en fait, le bureau de l'Association française de marketing, où on s'était connus d'ailleurs, qui est très académique, dont je suis devenue plus tard présidente. Et grâce à ça, je suis rentrée dans le principe de la gouvernance. Donc, en fait, ça marque en fait ça. Et je pense que d'une certaine manière, ces expériences personnelles comme collaboratrice, moi-même, je les avais en moi. Je pense que c'est pas incohérent par rapport à ma personnalité non plus, mais je les avais en moi et je l'ai fait dans ma carrière de dirigeante après. J'ai permis et je m'en suis rendu compte après coup, parce qu'en fait, je le faisais naturellement, mais ces personnes-là qui sont revenues vers moi après, je l'ai fait en mettant mon directeur adjoint chez GFK, qui était brillantissime et dont j'avais vraiment besoin chez GFK, et qui rêvait de partir en Amérique du Sud pour sa vie.
Et à un moment donné, j'ai orchestré son départ, ce qui était compliqué dans un groupe, de justifier, faire le move, etc. Et j'ai orchestré son départ. Il y est toujours. On se voit une fois de temps en temps quand il revient. Maintenant, il est au Chili. Quand il revient une fois de temps en temps, j'ai rendez-vous avec lui en mars. Et on a gardé une forme de complicité, d'intimité, d'amitié, d'une certaine manière professionnelle. Et ça marque, en fait, ça. Où je pense à une femme... Il y a pas mal de gens qui, à un moment donné, voulaient partir, et certains, je les ai vus. Et je me suis dit, c'est pas une histoire d'augmentation de salaire, parce que s'ils me demandent juste une augmentation de salaire, je sais pas. Je dis pas non, je dis pas oui, je sais pas. Et en fait, je les ai vus, et je pense à une femme, une Québécoise, donc elle n'a pas énormément dans ce domaine, et donc elle se reconnaîtra aussi, avec qui j'ai discuté un parler vrai, en fait, de pourquoi j'avais envie qu'elle reste. Et qu'est-ce que je voyais dans le futur de la boîte et le futur du métier, et de ce que je ressentais de ses qualités, même si chacun apprend, on a tous des défauts, moi, elle, tout le monde, bref. Mais elle m'a regardée en me disant, j'allais vous demander une augmentation de salaire, mais en fait, je vous la demande aussi, mais c'est pas ça le sujet, je vais rester. Et donc, je trouve ça très fort. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'expériences ensuite très collectives dans cette expérience collaborateur. Et c'est marrant, d'ailleurs, dans ma manière de le dire, j'ai dit « j'ai une expérience ». Parce que finalement, je pense que j'ai instillé une expérience collaborateur collective, mais en fait, avec une espèce d'effet miroir sur moi qui m'a portée moi-même en tant que dirigeante. Et alors là, j'en ai beaucoup, mais j'ai 2 exemples qui me viennent là. Chez GFK, à un moment donné, le groupe a racheté un très grand groupe d'études, s'appelait NOP, un groupe anglais spécialisé beaucoup dans l'industrie et dans l'automobile, et qui était présent essentiellement en Angleterre et aux États-Unis. Et c'était une très grosse boîte, en fait, presque équivalente en taille à GFK, ou pas beaucoup plus petite. Et donc, il y avait un merge à faire. Moi, je n'étais pas en charge du merge du tout. En fait, fusion. J'étais en charge... Oui, une fusion. Une fusion à faire. Et moi, j'avais juste la responsabilité de la France, on va dire, même si j'avais pas mal de responsabilités internationales aussi. Et à un moment donné, on a une grande victoire. On a gagné un programme, un projet gigantesque pour Renault. C'était au moment de l'arrivée de Carlos Ghosn. Donc, il y avait l'énergie de ce qu'a apporté Carlos Ghosn au début de son mandat. Et qui voyait le futur de l'automobile complètement différent, etc. Donc, on a été portés par cette vague d'innovation, et on a gagné ce contrat. Mais comment on l'a gagné? En fait, on l'a gagné grâce, en fait, à une sorte d'intelligence collective entre les meilleurs qu'on avait en France et les meilleurs qu'on avait aussi de cette boîte NOP. Donc, finalement, sans le vouloir, j'ai orchestré une partie de la fusion au travers d'une mise en commun de connaissances et d'intelligence humaine et professionnelle. Et c'est comme ça qu'on a gagné ce contrat. Et derrière, ça a fait une émulation générale. C'est un très gros contrat. Ça représentait quand même un quart du business de la France. Donc compliqué, du coup, même quand on le gagne. Une chaîne de solidarité gigantesque pour le mener à bien, parce que ça ne pouvait pas être juste mon département automobile de l'époque qui le faisait. Donc ça a engagé tout le monde. On a cassé les silos avec ça. On a engagé les Anglais. Donc on a fait une partie de la fusion finalement autour du projet. On a gagné alors je vais le dire en anglais, un Best Practice Award, donc une sorte de trophée interne au groupe sur les meilleures pratiques. J'imaginais pas, parce qu'on avait fait progresser le chiffre d'affaires, mais c'était bien sûr un bon chiffre d'affaires, mais c'était pas ça le sujet, c'était vraiment l'ensemble. Et puis, j'ai un dernier exemple que j'ai envie de partager, parce qu'il est un peu d'autre nature. Il n'est pas... parce que c'est plus simple d'avoir une expérience collaborateur autour d'une victoire, même s'il faut l'orchestrer, la victoire. Mais c'est autre chose quand on construit quelque chose qui n'est pas encore du tout gagnant. Et j'ai eu aussi de très belles, je pense, occasions d'instiller une expérience collaborateur qui m'a nourrie dans l'autre sens, comme une espèce d'effet miroir, avec j'ai pris la responsabilité à un moment donné chez GFK, donc j'ai quitté ma responsabilité France pour entrer dans une matrice qu'on construisait, et j'ai créé en fait une business unit autour de tout ce qui était marque, efficacité publicitaire et expérience client.
justement à propos d'expérience. Et l'objectif, c'était de construire une équipe d'abord mondiale et qui devait toucher tous les pays du monde sur une nouvelle offre, une nouvelle philosophie de mesure, intégrer les plateformes. Il y avait un nouveau PDG qui venait d'IBM et qui disait, bon, c'est l'ère des plateformes, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Je ne savais même pas ce que c'était l'intelligence artificielle à l'époque, en 2011. J'ai pris le job en 2012. Et donc, il fallait se mettre dans tout ça. Donc, il fallait créer vraiment un changement dans le fond. Qu'on a orchestré avec cette équipe internationale. Et à un moment donné, il fallait que ça commence à respirer ailleurs pour que ça se vende, mais ça ne pouvait pas se vendre si on ne faisait pas monter la mayonnaise dans les différents pays du monde avec une espèce de co-création. Et donc, il y a eu une énergie qui était spectaculaire en fait dans comment j'ai construit déjà cette équipe internationale par nature. Il y avait des Français, des Américains, des Brésiliens, mais par rapport au sujet, on les a rassemblés. Donc, ça a créé déjà une intelligence collective de dingue, également en lien avec le monde académique, parce que l'intelligence collective elle vient aussi de comment on se nourrit de l'extérieur, du monde des startups et du monde académique. On a fait des partenariats avec la Boston University, par exemple, et autres. Et un jour, on faisait des sessions théoriquement de formation, mais qui étaient beaucoup plus que de la formation, dans les différentes régions du monde, les unes après les autres. Et le jour où on prend l'Asie, qui était quand même super important, j'avais une directrice pour la Chine à part entière et une directrice pour le reste de l'Asie, qui était une Indienne. Et on a décidé de ramener toutes les équipes de ces différents pays-là à Bangkok. Pour avoir un rassemblement, c'était l'époque où on pouvait prendre l'avion pas mal, pour avoir un rassemblement et essayer de marquer, de faire comprendre, d'inspirer, d'être très clair avec eux, de les accompagner chez des clients, enfin être très accompagnant et inspirant et concret. Et pour ça, je me suis dit, on va pas réussir notre coup comme ça, avec une bande d'Européens et d'Américains qui débarquent à Bangkok et qui expliquent la vérité à des Coréens et à des Indiens. Et donc, j'ai demandé, et ça a duré plusieurs mois, j'ai demandé à ma directrice régionale de l'Inde, qui en même temps d'ailleurs était coach et prof de yoga en parallèle de son job. Elle était un peu sur un 120% de son temps. Et je lui ai dit, il faut que tu nous coaches, nous, l'équipe. Il faut que tu nous fasses un coaching culturel. Je veux pas qu'on arrive sans le vouloir, parce qu'il y a une bonne intention, mais inconsciemment, on peut arriver avec nos gros sabots et dire des choses à côté de la plaque et mettre les gens pas à l'aise, alors qu'on veut les mettre à l'aise. Et s'il y a des choses à adapter par rapport à l'Asie, en fait, il faut un terrain d'expression libre et qu'on puisse adapter des choses pour que ça marche en Asie. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est une des réunions internationales que j'ai orchestrées, c'est plus qu'une réunion en fait, ça s'est étalé sur 3 jours, avec des rencontres clients, etc., qui étaient les plus porteuses et qui me portent toujours. Parce que c'est ça qui était touchant en fait, c'est que non seulement il y avait une adhésion par rapport au contenu, mais il y avait une adhésion par rapport à la forme, par rapport au respect en fait, et presque à l'amour qu'on portait en fait, à l'intérêt qu'on portait de la culture de chacun qui était là autour de la table. Donc ça me porte beaucoup encore aujourd'hui parce que c'est prendre soin des gens qui sont en face de soi, c'est pas balancer des slides PowerPoint avec les trucs qu'il faut faire et le résultat derrière, et voilà. Donc voilà, plein d'exemples, j'en ai plein d'autres, mais ceux-là me portent encore aujourd'hui, comme ce que tu suggérais, ils sont forts. Là, ça me connecte à 2 choses que tu viens de dire. À la fois, on voit que là, tu parles finalement de différences culturelles dans l'exemple que tu donnes. C'est aussi ce qui fait la richesse complètement finalement du projet, parce que chacun a amené avec sa culture, sa manière de fonctionner, je pense, des choses différentes. Et puis, ça me fait penser aussi à ce que dit souvent mon président Cyril Boucher, qui dit ce qui élève unit. Ah, complètement. Donc finalement, quand tu as mis en place un projet bien au-dessus, bien au-delà, qui dépasse un peu les choses individuelles de tout le monde, mais qu'on élève tout le monde autour d'un sujet qui nous dépasse, qui nous inspire, il y a une énergie. Ça me parle ce que tu me dis. Très différente. La CEO du groupe à laquelle je reportais à l'époque faisait ensuite sur plein d'activités le tour des pays régulièrement. Et je me souviens d'un point avec elle où elle me dit, mais quand je vais dans les pays, mais on me parle, c'est une activité qui s'appelait BASE, on me parle de BASE, mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Il faut que tu m'en parles parce que
c'est dingue, la manière d'en parler, c'est pas que, parce qu'il y avait une croissance du chiffre d'affaires derrière, mais qui s'est pas faite immédiatement, qui a mis un peu de temps, et ensuite qui a été assez forte en chiffre d'affaires et en marge également. Mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu leur fais? Mais qu'est-ce que tu leur fais? C'est quoi? Et donc, je lui dis, je sais pas. C'est nous. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. C'est élever pour performer. Chez Ipsos, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure dans les statistiques du taux d'engagement, que tu disais qui est très faible mondialement et en France aussi. Donc chez Ipsos, tu m'as dit que le taux d'engagement, à un moment, quand tu y étais, il avait augmenté de manière quand même significative. Oui. C'est quoi les actions que tu avais mis en place justement pour obtenir ce résultat? Alors, j'ai surtout pas mis des actions en me disant, voilà les chiffres. Parce que quand j'étais embauchée, le PDG m'a dit, en fait, il y a un peu le moral dans les chaussettes, il y a des scores d'engagement qui ont diminué, ça ferait partie de la feuille de route de faire en sorte que ça remonte, parce que là, ça va vraiment pas. Et l'objectif, c'était pas du tout d'avoir une feuille Excel avec tel chiffre, et ce que je vais essayer de pousser derrière. Je me mets des objectifs de tant de pourcents qu'il faut que j'atteigne, etc. C'est pas du tout ça. Je suis partie de là, et je me suis rendu compte, en fait, je suis partie humain, je voulais comprendre cette boîte, en fait, déjà. Quand on arrive dans une boîte, il faut la comprendre. Et la comprendre, ma directrice financière m'avait donné tous les éléments de finance. J'ai jeté un œil, mais je me suis dit, il faut d'abord que je rencontre les gens. Il faut que je rencontre les gens et je retournerai ensuite vers la finance pour essayer de faire un aller-retour entre les deux et comprendre. Et on me l'a dit derrière, c'est pour ça que ça m'a marqué, mais dans mon premier mois, en fait, sur la France, sur Ipsos France, il y avait 700 personnes. Je suis allée saluer les 700 personnes. Et on m'a dit derrière, on nous a jamais fait ça. Ah bon? Et donc, et puis, 100 personnes ont été rencontrées. J'ai rencontré une centaine de personnes. Donc, je voulais surtout pas rencontrer que les directeurs d'unité. J'ai du mal quand c'est business unit, mes neurones sont un peu sous-activés pour être dans la traduction, c'est pas bien. Et donc je voulais absolument rencontrer d'autres personnes dans l'organisation et j'ai rencontré une centaine de personnes et donc j'ai mieux compris l'organisation d'un point de vue humain. J'ai compris aussi que l'organisation, si les scores d'engagement étaient faibles, c'est que les gens se sentaient pas à leur place, parfois, un peu, je vais y aller fort en disant humilié, mais beaucoup de ça parce qu'il y avait eu quelques pertes de contrats et du coup, on a l'impression qu'il y avait un syndrome du mauvais élève au sein du groupe, d'autant que c'est un groupe français, donc si la France était le mauvais élève, qu'est-ce que ça voulait dire? Les autres pays étaient bien meilleurs et c'était très douloureux, en fait. Je sentais une douleur chez les gens. Et donc, en fait, ça m'a donné des ailes parce qu'en fait, ça donne envie de donner un peu de respiration, de donner un peu de raison d'être dans tout ça et d'oublier les scores et de penser à ce qu'on veut faire, en fait, au projet. Et à partir de là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une feuille de route de transformation stratégique à opérer. Il y avait eu Accenture qui était venu avant que j'arrive pour faire une proposition de réorganisation sur le plan commercial. Et en fait, moi, j'avais la vision, et donc un accord avec le PDG, j'avais la vision, en fait, de faire une transformation qui était plus que commerciale et organisationnelle, mais qui touchait, comme tu l'as lu dans mon livre, qui touchait à la transformation digitale, la transformation autour de la technologie, autour de la data, autour de l'IA, et faire en sorte que ça touche positivement les gens et que ça oriente l'entreprise sur le futur et que ça nourrisse les gens. Et pour faire ce programme-là, j'avais mes idées, mais il fallait que ça puisse coller avec la boîte. Et donc, j'ai fait plusieurs choses pour le faire. Et finalement, ça a joué, je pense, de ce qu'on m'a dit aussi et de ce que j'ai ressenti sur l'expérience collaborateur et donc l'engagement, les scores d'engagement au final. D'abord, j'ai fait un premier draft avec mon COMEX de ce qu'on pouvait faire, ce qu'il nous fallait faire, de manière très intelligence collective. Et à un moment donné, je leur ai dit stop, on va inviter des clients VIP. Et ils me disent, mais ça va pas, on va pas ouvrir, on a plein de trucs qu'il faut pas dire, etc. La boîte de Pandore. Mais toutes les boîtes ont des choses qu'il faut pas dire, des choses qui vont pas. Personne n'a que des choses qui vont. Et donc, je leur ai dit, non, on va essayer, on va le faire. Si ça marche pas, on arrêtera ou on arrêtera. Mais
laissez-vous faire, on essaye. Et on a fait un déjeuner, une après-midi de travail, c'était l'été au mois de mai, dans un très bel endroit, et où j'ai ouvert en fait, avec quelques personnes du COMEX, le début de nouvelles stratégies autour de la transfo data IA qu'on devait faire pour Ipsos. Et ça a créé d'abord, les clients étaient touchés d'y participer. Hyper efficace également, donc ils nous ont donné des idées incroyables. Et puis le COMEX, ça m'a solidifié en fait terriblement, le COMEX qui s'est dit waouh, ouais, c'est vrai, en fait on est là pour nos clients, mais finalement on les met pas suffisamment au cœur de ce qu'on réfléchit pour notre futur. Et donc on a osé, on l'a fait, et on a utilisé ensuite certains de ces clients dans toutes les réunions qui lançaient le programme plus tard, etc. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est qu'en fait, j'ai découpé la boîte dans plein de sens parce que je voulais être sûre de ne pas avoir que mon COMEX. Et je me suis dit, il y a le COMEX et il y a les jeunes talentueux. Et les jeunes talentueux, ils sont toujours un peu sous-estimés dans les organisations. Et j'en avais rencontré dans les 100 personnes que j'avais rencontrées dans mon premier mois. Et j'ai demandé à ma DRH, on a fait ça main dans la main, d'identifier en fait des personnes, des jeunes, des millennials, qui ont du potentiel et qui seraient partants pour rentrer dans un comité un peu intelligence collective, mais que je voyais un peu comme un shadow, comme un board, un COMEX shadow d'une certaine manière, qui n'avait pas ce titre officiel du tout, qui était un comité, mais quand même avec une écoute et avec une parole. Et c'était extraordinaire. C'est un des trucs qui m'ont le plus porté. Moi, ça m'a énormément porté. Ils m'ont donné des idées. Quand ils comprenaient pas, je voyais à leurs yeux qu'ils comprenaient rien à ce que je racontais. Soit j'étais trop jargonneuse, ou il y avait quelque chose qui allait pas, qui était pas assez fluide. Grâce à eux, j'ai éclairci. Et un jour, il y en a un qui m'a dit dans un ascenseur, j'en reviens pas que vous avez dit que le terme qu'on vous a proposé, je ne sais plus ce que c'était, le terme qu'on vous a proposé a changé, parce que la sémantique est importante quand même dans les transfos. Vous avez pris le terme qu'on vous a proposé, on n'en revenait pas, on en a parlé entre nous. Je dis ouais, c'était bien. Et en fait, l'impact est beaucoup plus important qu'on imagine même comme dirigeant. On n'imagine pas à quel point, en fait, l'impact peut être très fort auprès des gens de ce genre de comportement. Et moi, je trouvais... ça m'a nourri, en fait. Je trouvais qu'on était meilleurs comme ça. Donc voilà, beaucoup de choses. Donc ça nourrit l'engagement. Ça nourrit l'engagement. Ça nourrit vraiment l'engagement. Un dernier élément sur l'engagement, et c'est vrai que les scores ont explosé. Au bout d'un an, et ils sont maintenus au fur et à mesure. Il y avait une cinquantaine de scores d'engagement à différents niveaux. Et pour 90% des scores, on a eu entre plus 8 et plus 30 points en plus, quand même. Donc, c'était quand même très significatif. C'est pour ça que je l'avais mentionné. Et en fait... un jour, parce que je trouve qu'il y a la posture basse, c'est quand même quelque chose de très important également. C'est pas juste l'engouement, on y va, on est très participatif. C'est aussi, il y a des choses qui vont pas dans des boîtes. Et moi, j'avais senti que même si on avait recréé de la croissance et on avait recréé une adhésion à un projet plus grand qu'un projet uniquement financier, je me rendais compte que c'était probablement pas pérenne. Et qu'à un moment donné, il y a un essoufflement et que de toute façon, il n'y avait pas toutes les strates de la boîte qui étaient engagées sur ce projet de transformation. C'est pas possible. En fait, ça se fait progressivement et il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même un peu résistants et qu'on voit pas de premier abord. Et donc, j'ai eu un peu peur que ça dure pas ad aeternam, cette affaire. Et j'en ai discuté, donc j'étais en très belle symbiose avec ma DRH, que je trouvais à la fois stratégique et humaine, comme les bons DRH, comme tu as été sûrement, comme tu étais DRH avant, je t'imagine dans cette fibre de DRH. Et je lui ai dit, et si on faisait un séminaire off-site, mais pas juste avec le COMEX, quand même très élargi. Donc, on a pris une centaine de personnes, en fait, sur les 700, donc de leaders de niveau 1, 2, 3, on va dire. Et un séminaire sur les peurs. Elle m'a dit, mais attends, tu vas fort. J'ai dit, non.
Pourquoi on ferait pas ça? Parce que finalement, c'est une manière de craquer, elle me remontait plein de peurs dans la transfo, qui sont normales en fait, des gens, même de choses qui n'étaient pas correctes entre certaines équipes, des mots qui n'étaient pas adéquats, etc. Il y a toujours des frictions en fait. On veut pas les voir sur un slide PowerPoint, on va pas les mettre, hein. Mais elles existent dans la vraie vie de l'entreprise. Donc je voulais pas l'ignorer et je voulais l'adresser. Et en fait, je crois que c'est un des séminaires qui m'a le plus porté moi, où finalement, et c'est vraiment la posture basse, j'ai commencé en parlant de mes propres peurs, de mes enthousiasmes de dingue, de tout ce qu'on avait commencé à créer dans cette boîte, et en même temps de mes propres peurs et mes propres interrogations par rapport à des choses humaines que je vois qui sont pas très humaines, hein, qui sont normales probablement dans une transfo, rien n'est fluide et rien n'est... c'est pas un long fleuve tranquille non plus, donc c'est normal, mais quand même, ça me dérange profondément en tant qu'être, ça me dérange. Et à partir de là, on a orchestré toute une journée. Alors, il y avait des intervenants extérieurs sur le sujet, qui étaient très apprenants aussi sur la gestion des peurs, j'avais un ancien PDG du groupe La Poste qui était à la retraite et qui exprimait en fait tout ce qu'il avait mis en place pour casser les peurs. Donc, super intéressant. Et puis, on a fait beaucoup d'intelligence collective, de groupes de travail autour de pourquoi tu as peur de moi, toi? En fait, c'était du cash en direct, en fait. Et ça a été juste exceptionnel. Exceptionnel. Pour moi, c'était un point d'inflexion de la cohésion et donc de l'engagement. Je suppose que derrière, les chiffres, ils sont aussi liés à ce genre de trucs, hein. Et pour moi, une des choses les plus porteuses. Et comme je pense que dans toute transfo, on parle beaucoup de transfo aujourd'hui, il y a des peurs explicites, mais plus des peurs implicites que des peurs explicites. Un dirigeant, ça doit gérer l'implicite. Là, ce que tu dis, ça me connecte vraiment. Je sais que tu suis actuellement le parcours de Toscane, que j'ai également suivi il y a quelques années. Ouais. Ce que tu dis, notamment les peurs, avec tous les non-dits. Ce que tu dis, il y a beaucoup d'implicites dans les transformations. Et ça me fait penser vraiment aux 4 territoires. Oui, absolument. Dont nous parle pas mal Toscane. Tu veux un peu nous en parler? Parce que là, les peurs, pour moi, ça me connecte vraiment à ça. Avec plaisir, avec plaisir. Les peurs... et effectivement, j'ai connu Toscane par une amie qui m'a dit, il faut absolument... Ça correspond normalement vraiment à je pense, ta manière de faire. Et Toscane, donc pour dire aux personnes qui nous écoutent, c'est une sorte de certification au leadership, mais un leadership humaniste, on va dire, et qui repose sur des méthodes et dont le mantra, d'une certaine manière, c'est le plus humain, c'est le plus efficace durablement. J'adore cette phrase parce que ça fait le lien avec l'efficacité, comme ce qu'on disait au tout début sur la double focale, et en même temps le côté durablement. Et c'est pas la peine de parler de sustainability, de RSE, etc. si on n'intègre pas cette notion de durabilité de la valeur qu'on construit au travers des gens. Et oui, ça me parle beaucoup. Moi, je suis de ce programme actuellement. Il me reste encore quelques sessions et il me porte beaucoup parce que c'est vrai que c'est l'implicite, c'est la gestion intelligente des peurs. Finalement, des choses que j'ai faites intuitivement avant de rentrer chez Toscane. Mais c'est un niveau peut-être un cran plus loin parce que ça permet d'oser plus adresser du ressenti dans l'organisation. Donc moi, je l'ai fait dans ce séminaire dont je te parle, mais c'est pas quelque chose que je faisais non plus au quotidien. Je l'ai senti à ce moment-là et je l'ai fait et ça m'a porté. Et du coup, j'ai eu une sorte de déclic. Mais on progresse tous comme dirigeants. Et donc, oui, Toscane m'inspire beaucoup pour ce travail sur les 4 territoires. Donc le 4 territoires, c'est très fort, hein, c'est très simple et c'est très fort. C'est l'individuel, le collectif, l'implicite, l'explicite. Et en fait, un bon leader, ça gère tout. Ça fait un peu la danse de tous ces 4 cadrans, parce qu'on a besoin des 4 cadrans, hein, on a besoin de ces chiffres financiers et de ces PowerPoint, mais pas trop, parce qu'il faut aussi les 3 autres cadrans. Et c'est les 3 autres cadrans, et surtout les cadrans implicites qui mobilisent l'humain et qui créent un mouvement en fait, dans la boîte. Donc oui, ça me parle beaucoup, et je suis contente d'avoir les méthodes que j'ai appliquées d'ailleurs dernièrement, notamment dans mes travaux d'advisory et dans le cadre de board que j'anime, et ça marche. Ça marche. Et oui, surtout que dès qu'il y a quelque chose qui bouge dans un des cadrans, ça fait bouger tout le reste. Mais complètement. Donc, il faut sans arrêt réadapter, réinventer, réinterroger. Donc, et une clé d'entrée différente, et on jongle avec. C'est une danse. Exactement. Absolument.
Donc, Oui, mais je suis ravie de partager ça avec toi, d'avoir sur ce parcours, parce que ça dit beaucoup de valeurs communes exactement. autour justement de l'expérience collaborateur dynamique qui crée de la vie pour de vrai, un peu en profondeur, et qui permet l'efficacité. Exactement, c'est pas l'un ou l'autre. Non, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Exactement. C'est le et. Exactement. C'est la gestion du et. Toi, tu as développé des méthodes de désacralisation de l'IA. On en a un petit peu, on l'a un tout petit peu évoqué, mais là, je veux bien que tu rentres un tout petit peu plus dans les organisations. En fait, comment ça se traduit, cette désacralisation de l'IA? C'est quoi l'impact sur l'expérience collaborateur? L'impact potentiel ou réel, d'ailleurs? Ça part, parce qu'il faut savoir pourquoi on fait ça, ça part de l'observation et du vécu, en fait, que d'un côté, il y a beaucoup de peur dans les organisations. On parlait de désengagement tout à l'heure, 77% de désengagement mondialement, mais il y a aussi beaucoup de peur. Il y a une étude du PwC qui remonte peut-être à 1 ou 2 ans, je ne sais plus, sur Hopes and Fears, les espoirs et les peurs. Merci. Et qui dit que 47% des gens, spécifiquement par rapport à l'IA, ont peur de l'IA et ont peur d'une perspective de perdre leur job avec l'IA. Et c'est vrai que si on ne s'occupe pas des gens, c'est normal que cette croyance émerge. Bien sûr. On comprend rien à ce truc-là, et c'est pas parce qu'on utilise à la maison ChatGPT pour faire la dictée de ses enfants que on a compris ce qui se passe pour nous dans notre futur du travail. Et donc première observation, ces vraies peurs en fait, et ce désengagement et ces peurs qui existent et que l'IA cristallise, et beaucoup de gens qui disent oui je veux apprendre etc, mais qui en réalité ont peur. C'est ça l'observation numéro 1. Observation numéro 2. Les transformations, elles doivent se produire en fait de plus en plus. On le voit bien, tu vois le rapport Draghi sur la compétitivité des entreprises en Europe. Il dit qu'il faut 850 milliards par an à investir sur la transformation du futur et notamment la transformation numérique. C'est énorme pour arriver à être compétitif. Donc, tu as ces 2 briques. Moi, je parle de là. En fait, mon constat de départ, c'est que tu as ces 2 éléments. Tu as beaucoup de boîtes qui ont conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de leur transformation numérique, mais qui ne veulent pas le faire n'importe comment. Et moi, mon principe, c'est que ce n'est pas juste une question de savoir sur quoi investir stratégiquement. C'est aussi savoir comment investir avec les gens et pour que les gens puissent, en fait, être augmenté. En fait, j'aime pas le mot augmenté à cause de cette histoire de robotisation, j'aime pas. Mais soit, disons qu'il y a une élévation, pour reprendre le terme que tu disais tout à l'heure, que je reprends que je fais mien, une élévation humaine par tout ce qu'on va développer au niveau de l'intelligence numérique et donc actionner les 2. Donc, moi, mon parti pris, c'est de faire en sorte que pour être le plus humain au niveau numérique, c'est de faire en sorte de faire rentrer la vie et l'organique et pas le mécanique dans la construction de la performance future de la boîte avec le numérique. Et donc, à partir de là, la désacralisation, une fois que tu as ce postulat de base, la désacralisation est nécessaire. Et donc, j'ai construit effectivement une méthode aussi en partenariat. On est en partenariat avec comme une sorte de collectif avec d'autres personnes et un partenaire génial qui est polytechnicien et qui a un autre parcours que moi, et on se retrouve sur les mêmes valeurs fondamentales de travailler sur un digital durable et un digital élevant pour les gens, et donc surtout à l'aune de l'intelligence artificielle générative maintenant a fortiori. Et ça repose en fait sur le cognitif, l'émotion et l'action. C'est super simple. Mais il faut le mettre en scène et il faut tomber sur des boîtes qui conçoivent qu'il faut intégrer cet ensemble. Donc, le cognitif, c'est expliquer, faire des conférences un peu inspirantes pour montrer ce que ça peut faire de bien, pour exciter en fait les gens sur le positif de l'intelligence artificielle, tout en étant conscient en fait des risques qu'il y a, conscient du fait que ça vient de plein de données, enfin expliquer en fait d'où ça vient. On a fait ça par exemple dans un groupe avec des assistantes. On a pris toutes les assistantes du groupe et on les a éduquées à ce qu'est l'intelligence artificielle. Moi, je suis pas ingénieure en fait, donc je suis pas une experte de l'intelligence artificielle, mais je suis une experte du pont, comme tu m'as défini tout à l'heure, du pont entre la technologie et l'intelligence artificielle et la stratégie et ce qu'on en fait
concrètement dans la boîte. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est comment les gens, comment ça peut être palpable et ce qu'on peut en faire derrière qui est élevant. Donc, et avec les assistantes, on les a informées de ce qui arrivait, on les a éduquées, mais éduquées en essayant d'inspirer et avec beaucoup de travail concret derrière. Et puis aussi toute forme de, pas que les assistantes, en fait, on l'a fait aussi sur des dirigeants auprès de Comex et autres, mais je trouve ça intéressant justement de le faire à différents niveaux de l'entreprise. Donc cognitif, pour souffler un peu. Voilà. On ne s'excite pas, c'est ça, quoi. C'est l'intelligence artificielle générative, c'est en fait, ça marche par de la probabilité sur le mot d'après par rapport à tout ce qu'on a compris de tous les mots d'avant avec des systèmes d'apprentissage. Quand on comprend ça, on se dit ah ouais, ok, il faut comprendre comment ça marche, mais c'est quand même et ensuite comme c'est très très bien fait et à très très grande échelle et que c'est comme s'il y avait une mémoire collective générale énorme, du coup c'est plutôt bien fait, parfois très bien fait, mais il faut garder son discernement et donc on apprend le discernement parce que justement pour contourner les hallucinations, etc. Deuxième élément, l'émotion. Et l'émotion, c'est fondamental, on nous y revoilà. Et pour avoir un collaborateur qui a une expérience, il faut qu'il soit inspiré, mais il faut qu'il puisse avoir un environnement favorable. Les Américains appellent ça la psychological safety, la sécurité psychologique. Je ne sais pas si le concept existe vraiment en ces termes-là en français. Moi, je l'ai appris beaucoup dans le monde anglo-saxon. Comme tu disais, effectivement, j'ai vécu aux États-Unis quelques années et c'était vraiment immergé de ça. Et je connais bien une des penseuses sur ce sujet aux États-Unis, Amy Edmondson, qui est géniale. Et le principe, c'est que si tu mets une sécurité psychologique pour ouvrir la parole et en fait accepter le deal que ça ira pas au-delà de cette salle, mais on met son cœur sur la table. On perd rien, il y a des sujets qui sont pas habituels, on maîtrise pas tout. D'habitude, on maîtrise, on est dans la volonté de qualité, etc. Là, on maîtrise moins, on apprend, c'est intéressant, mais quand même, quand on soulève le tapis, il y a forcément des choses, mais on accepte le deal de se le dire. Mais ça sortira pas de cette salle. Et on fait ça en fait de manière très interactive avec différents types d'individus, avec les développeurs, avec les leaders, avec les utilisateurs, avec des personnes extérieures qui sont partenaires, etc. Donc de manière très collaborative. Et à un moment donné, donc c'est progressif, on va pas foncer tout. Mais pas ses tripes sur la table. Voilà, on met les tripes sur la table parce qu'on fait parler en fait des peurs et des rêves, et des rêves et des peurs. Et à un moment donné, on se fait même on se projette dans le futur en se disant on est dans 20 ans et on écrit une lettre à sa petite fille ou à sa fille en lui disant j'ai vécu cette période et voilà ce que ça veut dire sur ce que j'ai vécu, comment c'était difficile mais c'était génial et en quoi et comment j'ai progressé avec ça et comment je me suis élevée avec ça au lieu de me faire avoir par la machine. Et c'est extrêmement fort, c'est des passages où on a eu dans des grands groupes en fait qui sont ouverts à ces valeurs humanistes. On a eu des situations où les gens en face de nous ont dit « Waouh, c'est dingue ce qu'on a réussi à sortir, mais c'est dingue ce workshop. Je peux pas aller à ma réunion d'après, là, c'est dans une demi-heure, mais comment je vais faire pour aller dans quel état C'est ça, dans quel état je vais arriver à ma réunion d'après ?» Je lui dis « C'est pas grave, il faut jongler entre les deux, mais ça, il faut qu'on craque, quoi. » Et le troisième élément, c'est l'action. Parce qu'il n'y a pas d'émotion sans action en réalité, mais il faut maîtriser pour que ce soit fait avec une énergie positive et constructive. Et donc là, l'utilisation de l'intelligence artificielle est fondamentale. Donc créer des communautés d'utilisation et avec de retours d'expérience sur ces communautés et des retours d'expérience aussi avec les développeurs, ça fait partie de l'action. Donc on n'abandonne pas les gens en disant c'est bon, on a fait une formation, merci, au revoir, t'as plus qu'à l'utiliser. Surtout pas ça. Parce que c'est pour ça que le mot formation m'ennuie, en fait. Il est dangereux maintenant, parce qu'on a l'impression, ça y est, on a mis la formation, tchac, 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 j'ai mis tant d'argent dessus. M'en fiche de combien tu mets. C'est ce que tu fais, en fait, profondément, qui compte. Et ensuite, on développe, en fait, des approches où sur certaines populations qui sont a priori plus touchées
par l'intelligence artificielle, on les fait co-créer leur job de demain. Et là, aussi en main dans la main avec les DRH, quand ils ont une dimension stratégique en eux. Et on fait une liste finalement de propriétés désirables et de propriétés non désirables de l'intelligence artificielle qui va rentrer ensuite dans un processus dans l'entreprise qui va être un processus de communication interne, un processus de redéveloppement de l'intelligence artificielle pour qu'elle soit plus au service de l'individu et pas sans qu'on le sache, on a peur et un jour ça va aller contre moi. Et comme ça, par exemple, tu vois, un chatbot où avant de l'installer, quand tu discutes sur le futur d'un chatbot, tu te rends compte que le chatbot, il permet à l'agent qui est derrière, en fait, d'être beaucoup plus pertinent dans sa relation client. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle va permettre d'identifier des photos de ses produits qu'il y a dans toute la base de photos qui va aider son client dans un service après-vente, par exemple. Ou le client qui a vécu un problème de service après-vente va faire une petite vidéo, va le mettre dans le système, dans le chatbot. Et la vidéo, en fait, est reconnue par rapport à d'autres problèmes qu'on a vécu dans d'autres endroits ou dans d'autres pays. Mais l'agent, il le savait pas forcément. Il peut être le meilleur du monde, il le sait pas forcément. Et en fait, il a cette information, donc il devient meilleur. C'est-à-dire que le chatbot lui permet lui-même d'être meilleur, surtout sur les projets compliqués. Et du coup, ça élève potentiellement, mais il faut s'en occuper. Ça élève pas comme ça en disant j'ai payé ma formation. Et ça élève potentiellement les gens qui sont derrière ces chatbots et qui font vraiment, qui sont des agents de service commercial, d'après-vente ou de pré-vente, ils sont meilleurs. Ils ont cette information. Donc voilà, c'est ce type de programme de désacralisation de l'IA qui est très complet et itératif et qui remet de la vie. Gros sujet. Oui. Gros sujet et sujet quand même d'actualité parce qu'on entend carrément parler. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et j'ai quand même 2 questions que j'ai vraiment envie de te poser. Je parle trop. Non, mais c'est passionnant. Moi, je resterai là toute la journée à t'écouter. Franchement, j'ai pas de montre, donc Voilà. Mais donc, tu m'as partagé que toi, tu étais aussi engagée, donc tu as tous tes sujets, mais tu as aussi des sujets de leadership inclusif et notamment le soutien aux femmes. J'ai quand même envie que tu nous en... Voilà, c'est important pour moi. Dans des fonctions de direction, notamment. Et tu en avais parlé dans ta propre expérience, toi, finalement, des dirigeants que tu appelles aussi des sponsors, qui ont été tes sponsors, un peu peut-être l'effet Pygmalion. Enfin, voilà. Comment, finalement, selon toi, c'est quoi les principaux freins aujourd'hui, justement, c'est quoi les pistes que toi tu vois pour les surmonter? C'est vrai que c'est un sujet qui reste important. Quand on regarde la population des PDG dans le monde, tu as 7% qui sont des femmes. Il faut rappeler ces choses-là. Et j'aime bien pas regarder que les PDG, mais regarder la direction financière des groupes dans le monde, des entreprises dans le monde, pardon. Et c'est 17%. Et je trouve qu'avec ça, on se dit, mince, pourquoi pas plus ? Il n'y a pas que le phénomène conseil d'administration, parce qu'en France, on est quand même, la législation nous aide à ce que les conseils d'administration soient quand même très bien représentés au niveau équité féminine. On est 42%, je crois, aujourd'hui. On partait de 16% dans les années 2010-2012. Donc, grand progrès. Discrimination positive. Mais voilà, mais c'est les conseils d'administration. Et donc, le leadership opérationnel, c'est là qu'on a le maximum de gens et comment on fait monter les femmes. Et effectivement, et a fortiori, donc moi qui suis vraiment dans cette connexion business stratégie, tech et individu, a fortiori dans le domaine de la tech, tout le sujet Women in Tech me mobilise beaucoup parce qu'on sait qu'on n'a pas assez de femmes dans la tech, mais c'est pas uniquement pas assez de femmes dans la tech parce qu'elles font pas assez d'études en tech, on va dire, aussi parce qu'elles se sentent harcelées dans l'univers de la tech, qui est hyper masculin. Moi, j'ai été à un moment donné coach dans le cadre du Web Summit de Lisbonne, qui est très international. J'ai été coach de Women in Tech sur la base de mon expérience pour écouter des jeunes femmes qui sont vraiment dans le coding, dans le code. Et j'ai réalisé là à quel point il y avait une forme de harcèlement et d'intimidation des femmes dans l'univers de la data science, par exemple. Ça se manifeste comment? Parce que harcèlement, c'est un mot fort quand même. Ouais, parce que on me l'a dit. Je le réutilise. Donc, il y avait un ressenti d'harcèlement, en fait. Moi, je n'ai pas de preuve juridique de ce qu'il y avait derrière, mais il y avait un ressenti de harcèlement et d'intimidation
en particulier quand les femmes prennent du pouvoir en fait dans ces organisations de data science, il y a beaucoup d'intimidation. Est-ce qu'elles sont légitimes, qui font en sorte qu'on ne sait pas trop si elles sont légitimes à avoir ces jobs. Et beaucoup de mauvais mots, en fait, qui sont utilisés à leur encontre. N'oublions pas qu'à l'école, ça fait partie des freins, à l'école, en fait, il y a une étude, moi j'aime bien les études, il y a une étude de l'association Elle Bouge, je ne sais pas si tu dois la connaître, je crois qu'elle est assez récente, et qui dit qu'à l'école, 64% des jeunes filles, on leur dit qu'elles sont mieux sur le littéraire. Or, 88% ont toujours eu une matière scientifique, que ce soit les maths, la physique ou autre chose, qu'elles aimaient beaucoup parmi les matières qu'elles aiment. Problème. Il y a un problème. Et 64%, et je crois 44%, on leur dit c'est pas trop pour toi, et t'es moins compétente qu'un homme. T'es moins compétente. Donc, à partir de là, quand vous avez ça vraiment dans l'inconscient collectif, il y a des biais évidents, des stéréotypes de genre, finalement, qui sont encore dominants. Et donc, pour moi, c'est ça le frein, c'est le stéréotype de genre qui est très dominant. Et les femmes, parfois, par leur personnalité, par leur sensibilité, peut-être par leur manque de confiance en soi, se soumettent à ça. Ça aide pas, en fait. C'est une forme de biais, elles cultivent finalement. Justement, ouais, tout à fait. Elles cultivent ça aussi, et c'est un problème. Ce que j'écris d'ailleurs dans mon livre, c'est que je pense qu'elles sont aussi un peu responsables de nourrir le biais. Ensuite, il y a des réalités de biais où moi et de freins. Moi, j'ai été dans pas mal de COMEX et de conseils d'administration où tu as toujours une situation où à un moment donné, tu dis quelque chose qui est pas trop mal et paf, tu as un homme qui, désolé pour les hommes qui écoutent, mais écoutez quand même, t'as un homme qui va dire la même chose que toi, mais différemment, peut-être avec des mots plus forts, et en tout cas avec un timbre de voix plus grave, plus posé, plus écoutant, je ne sais pas. Et tous les regards se tournent vers lui, et on reprend son truc. Et c'était exactement ce que t'as dit, mais repris, paraphrasé. Et donc, moi, je trouve ça nul de dire hey, c'était moi qui l'avais dit, tu vas pas dire ça. Et donc là, et c'est le côté que je vois positif dans les pistes, c'est la minorité agissante. C'est-à-dire que si tu as d'autres femmes ou des hommes qui sont câblés sur le stéréotype, eh bien, tu as des gens en face qui vont reprendre. Donc après le type qui te dit, qui t'écrase finalement, qui d'ailleurs t'interrompt et dit la même chose différemment plus fort, tu as soit une femme qui peut-être... un quart d'heure après, va dire, comme avait dit Hélène, moi je suis tout à fait d'accord et qui a été repris par Jérôme, je suis tout à fait d'accord parce que et voilà ce qu'on pourrait faire. Et quand c'est un homme qui le fait, c'est drôlement bien. Et moi j'ai eu ça dans un board récemment, un homme qui a repris ce que j'avais dit une demi-heure après, pour le remettre en lumière. Et donc, je pense que, moi, je suis de nature positive. Il y a le demi-verre vide et le demi-verre plein. Donc, il y a le demi-verre plein, c'est justement d'être sensible à cette minorité agissante et d'agir dans ce sens-là. Et puis ensuite, il y a plein d'autres choses en piste impossibles. Je crois beaucoup au micro-comportement autour des billets. Il y a plein de petites choses, des petites phrases qui font mal pour rien et qui sont en fait inconscientes. On travaille avec ça sur Women for CEO, qui est un mouvement que j'ai rejoint de Florence Dupré, qui a commencé au mois d'octobre avec différentes cohortes très paritaires entre les hommes et les femmes pour faire avancer de manière très concrète les comportements inconscients et pour les rendre conscients et pour finalement améliorer une feuille de route, construire une feuille de route différente de ce qui existe aujourd'hui en matière d'équité. C'est pour ceux qui veulent rejoindre, d'ailleurs, ils peuvent parce que il y a différentes cohortes pour l'instant en France et ça s'ouvrira à l'international. Donc, et puis enfin, on a besoin des hommes dans les pistes. Bien sûr. Alors, et on n'est pas sur un système où tout est pour les femmes et rien n'est pour les hommes, pas du tout. On veut que ce soit équilibré et qu'on soit dans une intelligence collective harmonieuse, cohérente et plus riche.
c'est prouvé que l'intelligence collective, avec une diversité de background, de genre et également de culture, on en parlait tout à l'heure, c'est cette diversité-là qui produit des idées et des plans d'action qui sont plus ancrés, plus vrais, plus pérennes, plus authentiques, plus forts potentiellement en performance au final. Ça me connecte très bizarre, mais j'ai eu l'image vraiment du yin et du yang. Finalement, que dans les organisations, les hommes laissent aussi parler leur part plus féminine et que les femmes développent aussi leur part plus masculine. Oui, c'est vrai. Aussi créer complètement. Un équilibre entre les deux. En tout cas, c'est l'image qui me vient quand tu as parlé. Ouais, moi je crois que j'ai un peu les deux en moi, finalement. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, j'ai parlé de ton livre, Data Humanum, la transformation digitale au service du renouveau humain. Oui. Donc, que j'ai lu et que je vous recommande. Qu'est-ce qu'on trouve finalement, le lecteur, en deux mots, deux, trois mots. Qu'est-ce qu'on trouve? Le lecteur, qu'est-ce qu'il va trouver dans ce livre? C'était mon tremplin, en fait, entre le monde corporate et le monde de l'entrepreneuriat, même si j'étais toujours une intrapreneur dans les groupes. Il fallait que j'écrive, en fait, je mette à plat ce qu'on y trouve. Ce qu'on y trouve, c'est quoi? C'est une sorte de plaidoyer pour une IA, une transformation digitale et une IA qui vit, qui est juste et qui considère les gens, qui crée qui vit avec un programme, une vision à moyen terme et une performance court terme et moyen terme, mais une vision, un projet plus grand et qui élève les gens. L'économie de la vie, comme dit notre cher penseur Attali dans son petit bouquin « L'économie de la vie, de l'économie de la mort ». Et j'ai une vision très darwinienne du sujet. Donc ce plaidoyer, il est pour cette forme d'IA-là et contre, donc il y a une responsabilité dans le contre du dirigeant, contre une IA sur laquelle on ferme les yeux et qu'on mécanise dans les organisations, derrière des chiffres, derrière une volonté de productivité, et en se disant, il n'y avait pas Internet avant, maintenant il y a Internet, il y avait pas l'IA avant, maintenant il y a l'IA, mais non, c'est différent. Parce que ça touche les gens différemment et plus profondément, et si on s'en occupe pas, ça crée des silos. Donc l'IA crée des silos par nature. L'IA met d'un côté les sachants et les non-sachants par nature. L'IA fait peur par nature. Et donc le leader se doit d'avoir une responsabilité de contourner ses peurs. Et mon plaidoyer, c'est effectivement une sorte de feuille de route managériale finalement sur comment contourner ses peurs, comment contourner le risque d'être dans une IA qui va nous amener, je force un peu, mais dans l'économie de la mort, pour reprendre les termes d'Attali, en tout cas certainement destructrice. Donc j'ai une vision très darwinienne du sujet pour les entreprises aujourd'hui, mais très positive de fait, mais qui pousse en fait vers l'élan qu'on doit orchestrer avec les gens autour de l'IA. Et puis, il y a une boîte à outils sur plein de choses, le business model Canvas adapté à l'univers du digital et de l'IA, il y a plein de petits trucs également derrière. Oui, je t'ai dit que j'avais surligné plein de petits endroits. Donc moi, ça m'a enthousiasmé et c'est relativement accessible. Oui, je voulais que ce soit accessible, inspirant et concret. Ouais, donc je recommande. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. On a aussi un autre rituel dans ce podcast parce qu'on arrive vraiment à la fin. Ouais. Qui toi tu aimerais entendre dans un futur épisode de Résonance? Alors, j'ai pensé à plusieurs personnes. Qui mettent en fait l'intelligence collective et l'expérience collaborateur au cœur de leur vision de la performance finalement et de leur mode d'action, leur mode de vie, qui se lèvent pour ça le matin et qui en rêvent probablement parce que en fait ça fait partie d'un tout. Donc 3 personnes et la personne en fait à qui je pensais en parler, en fait j'ai déjà mis un petit mot. C'est juste parce qu'elle m'a fait des vœux sur LinkedIn. Je me suis dit tiens, elle fait partie des 3 donc je lui demande. Mais ça aurait pu être les 2 autres également. Les 2 autres quand même que j'honore de fait, une qui était chez Google, maintenant qui est chez Septéo et qui est ma préfacière du livre, et donc Laurence Lafont, et puis une
Sandrine Conseiller, qui était la directrice générale d'Aigle et qui a transformé vraiment la boîte autour de la RSE et de manière profonde et avec la notion d'expérience collaborateur aussi très très forte. Dont tu parles dans ton livre. Et dont je parle dans mon livre, Tout à fait. absolument. J'ai lu, la preuve. Absolument. Et j'en aurais une autre aussi, clairement, à laquelle je pense qu'était la directrice générale de Clear Channel, et celle qui m'a envoyé le message, et donc ce sera elle que je te propose en cooptation un peu, et j'adore ce principe que tu proposes pour les podcasts d'après. C'est Cathy Gégère, Cathy Collard-Gégère, qui est l'ex-présidente, directrice générale de Picard-sur-Gelée. Et je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps. Et quand je l'ai rencontrée, en fait, c'était comme un rayon de lumière, un soleil sur ce qu'elle a fait de Picard et comment elle a fait sa transformation. Moi, elle m'a marquée. Elle a fait sa transformation digitale, data, en arrivant dans la boîte et en faisant le tour. Elle a vu un statisticien. Spoil pas. Non, mais je Elle va spoil nous pas. raconter. Il faut qu'elle raconte. Mais moi, elle m'a marquée, donc voilà, elle va raconter absolument. Et donc voilà, très bien, c'est un bon tremplin sur des anecdotes qui m'ont marquée et très expérience collaborateur. Et c'est une femme lumineuse et très performante. Et donc ravie qu'elle puisse être la prochaine de ce podcast. Et puis j'espère que tu en apprendras encore sur elle en écoutant. Absolument, certainement. On apprend toujours. En écoutant son épisode. On apprend toujours. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir écouté Résonance. Hélène, un grand merci. Merci à toi. D'être venue. C'était une belle occasion. Ouais, vraiment une belle rencontre. Donc, absolument. Merci. Je suis ravie. Et merci à Cathy. Oui. Et à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.